Bonsoir, chers amis téléspectatrices, téléspectateurs. Bienvenue sur votre plateau, le kiosque sur Zouk Télévision. Plateau consacré à une émission politique comme d'habitude et nous allons donc aborder les thèmes nationaux, locaux, nationaux, internationaux que nous allons soumettre à la sagacité de nos chroniqueurs. Donc nous avons un plateau bien relevé ce soir et je vais les accueillir en leur donnant la parole pour qu'ils nous présentent un petit peu leur actualité. Michel Branchi, bonsoir, bienvenue, content de t'avoir, rédacteur en chef du journal Justice. Alors, ton actualité du jour? Eh bien, mon actualité du jour, c'est que je suis quand même scotché sur l'information concernant le conflit, je dis bien israélo-palestinien et non pas israélo-Hamas. Il y a une nuance. Parce que je suis tout à fait indigné de la manière dont les médias mainstream, comme on dit, en tout cas certains médias mainstream, rendent compte de ce conflit avec une partialité incroyable. Par exemple, je vous dis, hier soir, sur BFM TV, je vais les citer, BFM TV, on aborde le conflit. Qui est-ce qu'on interroge? On interroge un général israélien qui explique, on lui demande, mais il y a des civils qui sont tués. Il ne répond pas à la question. Il dit, mais non, mais le 7 octobre, il s'est passé ceci, ceci. Il dit, mais d'accord, nous sommes tous indignés par ce qui s'est passé le 7 octobre, mais les civils qui sont en train de mourir sous les bombes de votre armée, c'est quoi? Bon. Et puis, il y a ensuite, bon, un ancien ambassadeur d'Israël à Paris, et puis, il y a alors, ça c'est le summum, un politologue, un soi-disant politologue de Sciences Po, mais qui ne cache pas que, pour lui, la question palestinienne n'existe pas, parce que la question qui est posée, c'est l'existence de l'État d'Israël. Voilà. Très bien, très bien. Donc on comprend ton propos. Alors, à ce titre, la CTM, lors de la dernière plénière, a voté une motion. Que nous avons publié dans Justice d'ailleurs. Voilà, une motion que j'ai contribué à rédiger avec d'autres camarades, notamment Francis Carole. Et voilà, donc on a tenu à faire cette motion. Voilà. Bertrand François Lubin, comment vas-tu, docteur en droit public? Merci de ta présence et de ta sagacité pour aborder les différents thèmes. Alors, ton actualité, tu me disais que tu étais touché par une situation particulière. Oui, il s'avère qu'effectivement, je suis vraiment interpellé par une observation que je fais dans le cadre de mon activité professionnelle, donc étant à l'enseignant d'abord, donc effectivement à la faculté de droit de Martinique, et puis parallèlement aussi je suis formateur à l'IFMES, et il s'avère que dans ces deux institutions, j'observe qu'il y a un phénomène de précarisation de la vie des étudiants, d'accord? Et là où ça devient un problème de nature politique, c'est que cette précarisation altère de manière considérable le parcours estudiantin donc de nos jeunes, parce que ce sont ceux qui sont destinés à occuper, qui doivent dessiner l'avenir de la Martinique. Et j'avoue que je suis assez interpellé par cette question. Donc, j'ai une casquette d'administrateur de la CAF. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ce que cette question soit mise à l'agenda de nos travaux. Et effectivement, donc, nous sommes en train de constituer un groupe de travail afin donc de trouver, d'étudier les voies et moyens pour parer ce phénomène qui me semble assez grave. Et le CROUS n'a pas été interpellé dessus? Alors le CROUS, oui, de toute façon, mon projet c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cette question, mais à terme, j'aimerais que nous passions le relais à un parlementaire, parce que je pense qu'il y a matière à l'élaboration d'une proposition de loi ou d'un projet de loi, mais bon, je parle plutôt d'une proposition de loi, qu'on interpelle nos parlementaires pour qu'ils donc relaient notre action, parce qu'il y a une question, notamment pour ceux donc, de l'IFMES, il y a la question de leur statut, qui est plus ou moins un peu aussi entre statut de l'étudiant. Effectivement, ils sont traités dans le code de l'éducation, mais en même temps dans le code du travail, ce qui effectivement constitue un obstacle
à l'obtention, au bénéfice donc, de certaines prestations d'aide sociale, et je pense notamment au RSA. En tout cas, j'espère qu'ils sont entendus, mais compte sur moi pour être le relais. Et puis il y a l'âge. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est des apprentis, en fait. Oui. Alors, ils ne sont pas, voilà, ils ont un statut plus ou moins hybride qui n'est pas, qui ne leur est pas favorable, en tout cas, ça c'est sûr. Très bien. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et Christian Ossulé, que personne ne présente, que tout le monde connaît, merci de revenir à nous, puisque ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas eu. Et voilà, bonsoir, ton actualité. Je suis tout heureux d'être avec vous par intermittence, on va dire. C'est toujours avec plaisir. Je souscris vraiment à l'actualité de mes deux camarades et collègues, parce que vraiment, je suis aussi, scandalisé quand je vois l'actualité concernant ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas spécialiste des affaires militaires, mais j'ai entendu même un général français expliquer, qui était indépendant, qui était consultant quand même, et qui parlait uniquement des armes. Et il expliquait comment ce que Netanyahou, donc l'extrême droite, qui est au gouvernement d'Israël, était un menteur fini, quoi. Parce qu'il disait, mais s'ils voulaient décapiter les gens du Hamas, ils emploieraient des bombes de 30 kilos. Or, les bombes qu'ils déversent sur la population de Gaza et sur les immeubles, ce sont des bombes de 200 kilos. Et il dit, les uns sont les premières, petites, hein, du point de vue des militaires, quoi. C'est fait pour tuer 5-6 personnes, quoi. Il exprimait ça comme ça, tuer 5-6-10 personnes. Les bombes de 200 kilos, ça tue au minimum 35 à 100 à 200 personnes. Et c'est ça qu'ils emploient en permanence sur l'ensemble des immeubles et qui font des gros cratères que vous voyez. Donc c'est vraiment... c'est innommable ce qui se passe là-bas. Donc je rejoins ce que tu as dit. Et puis Bertrand, sur la précarité de la Martinique, de certaines couches de population Martinique, je suis parfait d'accord. Mais c'est pas... Mon actualité est plus prosaïque, enfin si on peut dire, plus simple, je veux dire, plus... terre à terre, non, pas terre à terre du tout, pas terre à terre du tout, mais elle est plus personnelle, si vous voulez. J'ai été invité ce matin, vendredi, j'ai été invité par l'ADAPI, au Morne Rouge. Précise ce que c'est que l'ADAPI. Alors, l'ADAPI, c'est une association qui gère un certain nombre d'établissements du médico-social, du secteur médico-social, et qui accueille les enfants qui sont handicapés. Association départementale des amis des personnes et des enfants inadaptés. Voilà, l'enfance inadaptée. Donc ça gère des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont handicapés et des adultes également. Et donc l'ADAPI gère ce qu'on appelait avant des centres d'aide pour le travail, qui sont aujourd'hui des établissements sociaux d'aide par le travail, des ESAT. Et donc ils ont décidé de donner le nom de leur établissement du Morne Rouge à un de leurs anciens directeurs, qui est aujourd'hui à la retraite, et qui s'appelle Jean Ravoteur, dont j'ai été, j'ai été inspecteur de la DAS et après directeur, donc j'ai créé avec la DAS et avec l'ARS énormément d'établissements pour handicapés. Je trouve que pour des types comme Jean Ravoteur, des types comme Louis-Félix Osier-Lafontaine, je nomme les noms, ou des types comme Denis Lange, qui ont été des historiques du développement du secteur pour handicapés à la Martinique, avoir une reconnaissance de la part de leur association telle que l'on donne leur nom à des institutions pour l'œuvre qu'ils ont fait pendant des décennies à la Martinique, c'est une œuvre de justice. Et que ça devrait être plus généralisé dans plusieurs secteurs économiques ou sociaux de la Martinique. Donc je veux souligner cette action de la part de l'ADAPI. Voilà, c'est tout. Très bien, écoute, merci pour eux, bel hommage effectivement et belle reconnaissance. Tout à fait. J'espère qu'elle n'est pas posthume, je ne sais pas si c'est personne. Ah non, justement. C'est ça qui est intéressant. Voilà, ce sont des personnes qui sont encore ces bien gens vivantes. sont là, à la retraite, bien vivants, ils ont marqué, ils ont aidé la Martinique, ils ont marqué notamment le développement de la M. Jean Martinique. Ravoteur, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer il y a quelques années. Les trois sont des personnes qui ont eu l'occasion... sous l'autorité que j'avais à l'époque, d'aider, par exemple, à prendre la direction d'établissements en difficulté, qui, dans le privé productif, on va dire, le commerce, aurait été en redressement judiciaire ou bien en liquidation. Bon, on mettait des directions provisoires, et tous ces gars-là ont permis de redresser ces établissements, de les structurer, de les développer. Parfait, très bien. Voilà. Merci, bel hommage. Et Béatrice Bellé, que tout le monde connaît, bébé pour tout le monde maintenant, c'est plus pour les intimes. Bonsoir, bienvenue. C'est un héritage. Voilà, c'est un héritage, exactement. Première secrétaire fédérale du Parti socialiste de la Martinique.
Bienvenue. Eh bien, bonsoir à tous les chroniqueurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, et toujours une pensée pour notre ami. Alors moi, mon actualité, hier c'était la date anniversaire de la mort de Frantz Fanon, grand penseur s'il en est, martiniquais, anti-impérialiste, anticolonialiste, et qui allait psychiatre, et qui allait sur des terrains militaires, et notamment en Algérie, très apprécié des Algériens. Enfin, moi j'ai des amis algériens, kabyles, qui ont étudié Fanon. Voilà, et qui connaissent Fanon. Et il y a des Essaouira, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, des quartiers dans ces pays qui portent le nom de Fanon. Une chose, je regrette on ne fasse pas de nos héros, ou en tout cas d'un certain nombre de dates, d'anniversaires, d'illustres personnes en Martinique, des événements particuliers dans notre vie collective martiniquaise. Je pense que ça serait quelque chose à faire et que ça participe de cette idée de faire peuple. C'était également la date anniversaire, les 36 ans de l'acte que je trouve courageux des Martiniquais qui ont décidé de barrer la route à Jean-Marie Le Pen sur le tarmac de l'aéroport de Fort-de-France. Et c'est une date anniversaire qui a été bafouée hier, tranquillement, et qui n'a pas été choisie par hasard. Hier, le patron du Front National, du Rassemblement National, Jordan Bardella, a débarqué en Martinique, sans que rien ne se passe. Pire, avec un tapis rouge qui lui a été déroulé, notamment sur la chaîne publique. J'y étais. Pour moi, une honte. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, l'extrémisme d'extrême droite. On en a parlé là tout à l'heure sur ce qui est du conflit israélo-palestinien. C'est ça l'extrême droite. Ce sont des gens qui viennent et qui se nourrissent des peurs des gens. Alors je vais juste dire à mes compatriotes, pour peut-être les raviver un peu sur leur idée contemporaine du Rassemblement National, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais tu sais, il faut faire la différence entre Jean-Marie et puis les autres. » Alors, je vais juste vous donner quelques exemples sur la différence entre la posture populaire, populiste, soi-disant sociale, et puis la réalité. Augmenter le SMIC. Marine Le Pen et les députés RN à l'Assemblée nationale ont voté contre. Indexer les salaires sur l'inflation, contre. Blocage des prix sur les prix des produits de première nécessité, contre. Taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité en Outre-mer, contre. Vous pouvez aller, tout ce que je dis est vérifiable, vous tapez sur Internet, vous allez les voir. Taux de TVA, donc je l'ai dit, gel des loyers, contre. D'accord ? En période de crise, il avait été proposé qu'il y ait, notamment dans certaines villes, un gel des loyers. Ils ont voté contre. Rétablir l'impôt sur les solidarités. Tout le monde connaît ça sous le nom de l'ISF. OK ? Contre. Ils ont voté contre. Bon. Taxe sur les super-profits. Vous connaissez le truc, avec des grosses entreprises qui se sont fait des en or et qui continuent d'ailleurs. Je ne sais pas si les uns et les autres vous allez faire des courses, mais enfin on remarque quand même les difficultés que ces fameux étudiants peuvent avoir, parce qu'il y a encore des entreprises qui ont décidé de se sucrer, de faire ils font du diabète tellement ils s'engraissent, d'accord, sur le dos des consommateurs. Sur ça, taxe sur les super-profits, contre. OK ? Voilà. Encadrement des salaires dans les entreprises. Bah oui, parce qu'à côté des manifestants qui pleurent malgré tout parce que leur retraite passe à 64 ans, on a des patrons d'entreprises dont les salaires ont pris 600%. Bon, on veut bien, mais il y a un moment où il faut quand même un peu parler de redistribution. À côté de ça, les salariés, eux, n'ont rien. La position du Rassemblement National, contre la taxation des super-profits. OK ? Supprimer les aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes aux actionnaires sans augmenter les salaires. Ils se sont abstenus. Obligation pour les employeurs d'augmenter les salaires des employés bénéficiaires de la prime de partage de valeur. Ils ont voté contre. Encadrement des salaires des entreprises. Donc j'ai dit, ils se sont abstenus. Garantie d'autonomie de 1 063 € pour les étudiants. D'accord ? Ils avaient la possibilité. Ils sont suffisamment nombreux à l'Assemblée nationale. Ils se sont abstenus. Revalorisation des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté. D'accord ? Chez nous, c'est 1 026 €. Contre. Ils se sont abstenus. Lutter contre les déserts médicaux, ils ont voté contre.
lutter contre les déserts médicaux. J'espère que les Martiniquais entendent. Ils ont voté contre. Recruter des sapeurs-pompiers supplémentaires et revaloriser les salaires, ils se sont abstenus. Alors je dis juste à nos compatriotes qu'il ne faut pas... Le populisme se nourrit toujours, et c'est toujours nourri des peurs. Toujours. D'accord ? Mais ce n'est pas... et on le voit, on voit ce qu'il donne. Nous sommes dans une ambiance pourrie des années 30. Les années 30, c'est quoi? C'est l'avènement des Mussolini, c'est l'avènement des Hitler, c'est l'avènement de dictateurs en Amérique du Sud. C'est ça. C'est la mort des gens, c'est la pauvreté. Franco en Espagne. D'accord, Franco en Espagne. Au Portugal. Ok? Bon, donc c'est la misère. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le plus pâti de ces types de régimes ont toujours été les pauvres. D'accord ? Toujours et sans exception. Et puisqu'il faut parler parfois de la force de l'État par rapport à nos concitoyens. Je veux parler ici, et je sais, puisque Manuela me l'a dit, que le 19 décembre, il sera invité sur ce plateau. Je veux aussi parler ici de l'application d'une justice à deux vitesses en Martinique. J'apprends, je me renseigne, j'ai lu les documents, je ne suis peut-être pas une juriste émérite, mais je pense quand même comprendre 2-3 choses. Et d'ailleurs, il y a un reportage qui avait été fait sur ça. Nous avons un compatriote qui a la chance d'avoir eu des grands-parents qui avaient une grande propriété terrienne, en l'occurrence aux Trois-Îlets. Ce monsieur Hervé Pinto, obtient 2 décisions de justice, d'accord, qui déboutent des gens qui se sont accaparés ces terres, qui ont accaparé les terres des héritiers dont il fait partie. D'accord ? 2 décisions de justice. Jusqu'à aujourd'hui, le gars est incapable. La justice ne fait pas appliquer le droit. Ne fait pas appliquer le droit. Il a des décisions de justice, on lui dit la terre est à vous, clairement. D'accord ? La terre est à vous, les gens qui y sont doivent partir, les biens qui y sont à vous. Eh bien, il y a encore des gens qui viennent faire des travaux. Une trentaine de villas, d'ailleurs. Hein. D'accord ? Une trentaine de villas est en train d'être construite. Il filme les gens qui sont en train de construire sur son terrain. Les gens limite l'accusent. Et pire, il est arrêté et ramené à la gendarmerie pour intrusion sur propriété privée. Taille. Non mais, on est où ? Il faut que ça s'arrête. Mais j'invite quand même nos élus à se saisir de ces sujets. Parce qu'il y a un petit truc qui marche là en Martinique en ce moment. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Je vois sur les journaux officiels de plus en plus de prescriptions acquisitives. Je dis rapidement à mes compatriotes, si vous avez un terrain, allez montrez qu'aux autres, faites photo en l'air, des piachements. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui débarquent. Et puis on leur dit non, mais ce terrain-là, ça fait longtemps qu'on n'a vu personne dessus. Ils vont déposer un acte avec des soi-disant témoignages par lesquels les petits copains, dont on ne sait pas d'où ils sortent, témoignent que la personne occupe le terrain paisiblement depuis 30 ans. Et là, on délivre un titre de propriété. Bon. Alors, mes chers compatriotes, soyez vigilants, parce qu'il y a Antibaïk à Kouri, Martinique, et il y a malheureusement quelques élus qui cautionnent ces malpropretés qui sont faits. Je pense quand même que le peu de terrain que les Martiniquais ont aujourd'hui, ils l'ont payé au prix du sang. Absolument. Bon. Eh bien, belle plaidoirie de Béatrice. Effectivement, c'est passé dernièrement à la télévision et on ne comprend pas pourquoi les services de l'État et notamment la justice ne fait pas appliquer le droit. Enfin bon, merci pour ces propos. Donc nous allons aborder les éléments proposés par Manuela. Premier thème, donc on va les aborder les uns après les autres. Hein. Premier thème, les transferts des 50 pas géométriques, donc en prévision de la disparition de l'agence des 50 pas. Et quelques chiffres, entre 736 et 1000 constructions existent sur les terrains concernés, ces 50 pas, et il y en a environ pour 300 millions d'euros d'équipement à faire, 16 000 familles y vivent, dont 3100 titres. 3100 titres. Donc, je vais vous laisser la parole. Christian, si tu veux bien commencer à propos des 50 pas. Non, ce que je veux dire, c'est sur une question comme ça, c'est que le statu quo ne peut pas demeurer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ad vitam aeternam une situation où les gens sont sans titre de propriété et où, par l'intermédiaire d'opérations de magouille ou de n'importe quoi, demain elles peuvent se retrouver, contrairement à ce qu'elles pensent, chassées de leur propriété, où elles sont incapables de moderniser, de construire, de transmettre à leurs enfants, etc. Donc il faut régulariser la situation. Je pense par contre que, et donc là il y a tout un travail à faire au plan réglementaire et législatif, et ensuite je pense que sur la propriété des îlets,
Il y a eu tellement de choses, de faits, évidemment, qui remontent à l'histoire. Mais moi, je ne comprends pas que des territoires comme les îlets autour de la Martinique, que je connaisse bien au niveau du François ou du Robert... Il y en a 48. Voilà, c'est pas comme une paille, puissent appartenir ou être appropriés par certains individus. En gros, je ne vais pas dire toujours les mêmes, mais plutôt du côté d'une classe, on va dire, de privilégiés et d'héritiers de tout ce qui s'est fait pendant la colonisation, et que ces gens puissent encore revendiquer de telles propriétés. Je crois que ça doit revenir au patrimoine martiniquais, ça doit être restitué, même ce qui appartient à l'État d'ailleurs, moi c'est mon opinion, ça doit être restitué à la collectivité martiniquaise et à ceux qui demain ont en droit la gestion du patrimoine foncier martiniquais. Voilà sur les questions de principe qui sont les... D'accord, merci. Béatrice, je te donne la parole, parce que c'est un petit peu dans le même sujet que tu as abordé tout à l'heure. Donc ces terrains sont habités de manière privative, notamment les îlets en tout cas. Oui, non, sur la restitution des îlets, bon, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas nous coûter un bras. Parce qu'en général, on indemnise les gens. Tout à fait. Et quand on commence à indemniser, on a des cabinets qui font des évaluations, blablabla. Bref, j'espère que par ce biais-là, nous allons... la personne a une maison, elle a une maison, ok ? Mais par ce biais-là, nous allons faire de l'expropriation, ok ? Qu'on ne va pas se retrouver encore à devoir payer. En bagaille que Yoja payé, que Yoja indemnisé, d'accord ? Bon, sincèrement, hein, ces actualités me ravissent sur les objectifs. J'espère que nous ne serons pas déçus. Voilà, parce que la collectivité territoriale, là, s'engage sur des terrains fondamentaux, peut-être un peu minés parfois, fondamentaux, sur lesquels il ne faut pas décevoir la population. Il faut aller au bout des choses, et il faudra y aller bien, il faudra éviter les pièges, il faudra éviter probablement les petits interstices que l'on ne maîtrise pas. Il faudra faire confiance aussi aux juristes de notre pays, et là, encore une fois, je pense à Philippe, parce que nous, toujours qu'à aller chercher l'autre bord, mais parfois nos juristes et nos avocats ont déjà eu à traiter un certain nombre de sujets, et peut-être ont déjà vu les vices cachés du droit. Peut-être qu'il faudra créer du droit dessus et solliciter par tous les véhicules que nous avons la possibilité de légiférer sur ces questions. Je pense que c'est de ça dont il est question. Mais en tout cas, moi, je suis satisfaite de l'idée, de donner la possibilité à des personnes qui ont depuis des décennies construit sur les 50 pas de régulariser leur situation. Parce que, étrangement, il y a des gens qui sont là depuis 50 ans à qui on n'a toujours pas donné de titre, et puis Nidemoun qui a construit des hôtels en la plage. Hein. Bon. Voilà, alors je me tourne vers Bertrand. Effectivement, la nature de ces terrains est variée. Hein. Il y a des terrains qui vont aller aux communes, il y a des terrains qui ont des jouissances particulières, qui sont, entre guillemets, privatisés. Il y a des terrains qui sont en zone de danger, il y a des terrains qui relèvent de la responsabilité de l'État. Alors, ton regard juridique à propos de ce sujet? Alors, dans les deux cas, il y a une loi qui est la loi du 6 janvier 86, effectivement, donc notamment s'agissant des 50 pas et les îlets aussi, qui pose le principe, j'ai envie de dire fondamental, que ces biens sont hors commerce juridique. D'accord, pour reprendre un terme bien connu. Tu peux reformuler, ça veut dire quoi? Alors, on ne peut pas avoir de transaction juridique sur ces biens, au sens où ces biens ne peuvent pas être appropriés par des personnes privées. Ça fait partie, effectivement, des biens du domaine public. Et donc, tout l'intérêt... 81 mètres 20, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, les 50 pas, c'est 81 mètres 20. Tout à fait, exactement. C'est exactement cela. Donc, moi, je vois d'un très bon œil ce qui est en train, effectivement, de s'opérer. Le terme que je pense qui est approprié, c'est le terme patrimoine. Et quand on parle de patrimoine, ça veut tout dire. Ça participe de la constitution d'un peuple. Donc tu as employé le terme à un moment donné dans ton propos préliminaire. Effectivement, donc ça participe de la constitution du peuple. Et effectivement, donc il est, de mon point de vue, je vois d'un très bon œil que ces biens entrent dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Martinique, donc des Martiniquais, au-delà de l'institution, c'est la collectivité au sens donc sociologique du terme. Donc je partage parfaitement donc cet avis. Alors ma seule réserve, et je souscris à ce que Béatrice vient de dire, ça coûte. L'entretien du patrimoine, ça coûte effectivement.
Donc j'espère que le principe qui est affiché dans la Constitution sera complètement effectif, que tout transfert de compétences, ça accompagne les transferts de ressources, parce que effectivement, ce sont des compétences de gestion, et qui dit donc gestion, dit effectivement donc finance, et j'espère que tout le symbolique, parce que c'est une dimension symbolique derrière tout cela, ne va pas effectivement obérer, du moins la dimension financière ne va pas obérer toute la dimension symbolique qu'il y a derrière ces transferts, parce qu'effectivement, moi, il me semble judicieux que ces biens reviennent à la collectivité martiniquaise. Très bien. Donc, quand tu parles de patrimoine, c'est ce que lègue le père, ou matrimoine, ce que lègue la mère. Donc, voilà. Pour reformuler... Voilà. Et ça participe de la constitution donc, d'un peuple. Absolument, voilà. Absolument. C'est pas simplement le bâtiment. Il y a une dimension symbolique derrière tout absolument. Ça. Et donc, et Michel, donc une taxe spéciale d'équipement dont dispose l'agence des 50 pas devrait être transmise à la CTM. Donc, je te donne la parole du point de vue économique. Effectivement, je rebondis sur ce que dit mon collègue. C'est que en gros, on sommes en train de vivre la dernière étape d'un processus qui a été initié, il faut le dire. C'était un homme de droite, mais c'était Roger Lise, le sénateur Roger Lise, qui a fait adopter la loi dont tu as cité. Oui. Hein, bon. Et donc l'agence des 50 pas a commencé à... Mais le problème, c'est que cette question était déjà revenue lors de la précédente mandature. Le problème, c'est qu'il y a toute une série de sujets qui n'ont pas été réglés et qui coûtent de l'argent. Alors, le problème, il ne faudrait pas qu'à l'occasion de ce transfert, que le fardeau financier retombe sur la CTM et indirectement sur les fonds propres de la CTM. Voilà. Ouais. Entre 8 et 10 millions d'euros par année. Oui. Exactement. Oui, tout à fait. D'autant, juste pour ajouter un mot, d'autant qu'il ne faut pas oublier que ça ne se fait pas à n'importe quel moment. On aura à gérer dans les années qui viennent l'aménagement des côtes. Avec et l'altération du trait de côte, absolument. Et l'aménagement. Il ne faut pas oublier, parce que je vois dans certains quartiers, en fait, des choses abominables qui sont en train de se faire. Autant des pêcheurs que je connaissais du côté de Frégate ou du côté de Pointe-Chaudière ou du côté dans certains quartiers du Robert ont des difficultés pour aménager leurs petites maisons, faire qu'elles résistent à l'eau qui est déjà en train de monter et tout. Je vois des villas énormes qui sont en train d'être construites encore, les pieds dans l'eau, sans que je me demande avec quelle autorisation, quel permis. Donc il y a vraiment un dossier extrêmement délicat. Il y a de quoi se poser des questions. Dont doit se saisir la CTM et demain la nouvelle collectivité martiniquaise à la une pour gérer ces affaires-là, qui sont non seulement politiques, mais aussi qui sont des affaires d'aménagement du territoire compte tenu des problèmes climatiques qui vont se poser. Voilà. Alors l'autre thème, c'est l'autorité unique de l'eau. Donc je fais un petit propos introductif et Michel, tu vas prendre la parole. Hein. Donc il a fallu une étude juridique préalable et les 3 EPCI se sont mis d'accord pour confier la gestion de cette eau à la CTM. Non sans mal, parce que les mastodontes, qu'on ne va pas nommer, enfin que tu peux nommer d'ailleurs, les mastodontes de l'eau voulaient conserver la gestion de celle-ci parce que c'était très lucratif. Alors, bon, je me rappelle avoir entendu le maire de Saint-Joseph parler de corruption. Il paraît que dans le domaine de l'eau, il y a pas mal de corruption. Et quelques chiffres quand même, il faut se rendre compte du fait que l'eau n'est plus une priorité pour la France, parce que si en 1930, 23% des foyers avaient une adduction d'eau, en 1945, c'était déjà 70% des foyers français. Donc on est un petit peu en retard par rapport à cette considération. Et aujourd'hui, ça n'est pas la priorité de l'État français que d'assurer une distribution équitable et un prix social de l'eau. Donc que penses-tu de la situation, Michel? Bon, le problème, c'est que l'eau doit être un bien public. Bon, par conséquent... C'est même un patrimoine commun de la nation. Bon, par conséquent, c'est une... Et pas seulement en Martinique, mais d'une manière générale, le monde, l'eau doit être... Alors, le problème, malheureusement, c'est... L'autorité unique de l'eau, malheureusement, c'est un vieux serpent de mer. C'est un vieux serpent de mer. Et la question, c'est que, entre autres, parmi les obstacles, effectivement, il y a les sociétés privées qui se sont accaparées la distribution de l'eau et qui sont en grande partie responsables, d'ailleurs, pour ne pas avoir investi suffisamment dans l'entretien des réseaux, du fait que nous avons des réseaux
qui ne sont pas fiables. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème juridique à résoudre. Bon, c'est bien que les EPCI, puisque la question de l'eau, c'est les EPCI maintenant, ce n'est plus les communes. Il faut savoir ça. Bon, ce sont les EPCI. Et puis, le deuxième problème, c'est une fois qu'on a résolu le problème juridique, c'est le coût. Le coût, et là, on retombe sur le SIOM. Il y a une partie du coût de la mise à niveau des réseaux, et ça n'est pas malheureusement dans les possibilités financières. Parce que les chiffres sont exacts, entre 200 et 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Ah oui. Ah bon, c'est ça. 600 millions d'euros. La fourchette voilà, haute. Ouais. c'est ça. Donc, ce n'est pas dans les capacités financières de la CTM. Oui. Donc, il est certain que l'État doit quand même participer. D'accord, Voilà. très bien. Bertrand. Alors, sur cette question, deux analyses. Alors, je souscris à ce que tu viens de dire. C'est un vieux serpent de mer. Parce que personnellement, j'ai eu l'occasion donc de travailler avec certains élus. Si je ne m'abuse, c'était au début des années 2010. Plus précisément, donc M. Eustache était président du syndicat intercommunal du Sud, donc le SIX. J'ai personnellement donc travaillé sur cette question. Donc oui, à l'époque, il s'agissait de créer cette autorité unique de l'eau. Donc c'est un vieux serpent donc, de mer, effectivement, c'est une question, une véritable antienne, hein, on peut dire. Alors, moi, donc, je pense qu'il est temps, dans le droit fil de la collectivité unique. Quand tu disais que l'eau est un bien public, en fait, tu as rebondi sur ce que Michel disait, et tu as expliqué quelque chose. Si je dois reprendre une expression juridique, c'est une res communae, c'est-à-dire donc une chose commune, autrement dit un bien public qui appartient à tous. D'accord ? Alors, il y a une loi qui fait de l'eau, effectivement, un patrimoine commun de la nation. Donc, pour tout ça, pour témoigner que c'est une chose qui ne doit pas être laissée aux fermiers. D'accord ? Donc, c'est une chose qui doit être prise en charge par la collectivité publique. Donc, je disais, effectivement, il me semble qu'il est temps que ce dossier aboutisse parce que, donc, il est ancien et que, puisque nous avons une collectivité unique, sur cette question aussi, il serait judicieux qu'on ait une autorité unique. Parce que on n'a pas terminé, c'est vrai qu'on a fait un premier pas en 2010, effectivement, 68,80% des Martiniquais ont opté pour la collectivité unique, mais sur bien d'autres aspects, il faut qu'on aille dans ce registre-là, parce que il y a trop d'acteurs qui interviennent sur ce champ. Et ça favorise donc deux choses. Alors, ce qu'on appelle sur le terrain de la science politique la non-décision, d'accord ? Donc, l'écart qu'il y a entre l'urgence d'une situation et la résolution du problème. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Donc, on voit bien que cette question donc, de non-décision a toute sa pertinence ici. Et puis, ça favorise l'irresponsabilité aussi. Et plus que jamais, et c'est en cela que l'idée d'une autorité unique, comme la collectivité unique, présente un certain avantage. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais ça permet d'identifier quels sont les responsables. D'accord, très bien. D'accord, ça permet d'identifier. Et c'est une exigence démocratique que, dans la Déclaration des droits de l'homme, alors les Anglais l'appellent la accountability, effectivement, mais dans la Déclaration des droits de l'homme, il est clairement inscrit que tout un chacun a le droit de demander à nos représentants de rendre compte. Donc, c'est la question de la responsabilité. Donc, une autorité unique sur la question de l'eau, c'est une exigence démocratique. Et donc, il est temps qu'on y arrive. Béatrice, je ne sais pas si je n'ai pas cette question-là. Alors, les fermiers, ce sont tous des escrocs ou pas? Non, mais il n'y a pas d'escrocs s'il n'y a pas... De soutirons. Bon, c'est pas ni soutirons, enfin, pas ni volets. C'est pas ni sou... Écoutez, bon, je suis une pratiquante des délégations de services publics, des marchés publics, dans toutes. Il y a des avenants, il y a des annexes qui portent sur les déficiences
du fermier ou du prestataire. Un avenant, c'est... Pas un avenant, d'ailleurs je me suis trompée, c'est plus des annexes. Une annexe, d'accord. Donc on conclut un contrat, et puis dans les annexes, il y a la partie pénalité. D'accord. Voilà. Et qui dit, quand le prestataire ne fait pas ça, ben voilà, voilà la pénalité. Sur certains contrats, on n'a jamais vu de pénalité. C'est ça. Alors qu'ils existent, alors que les pénalités... OK. Quand il s'agissait sur des contrats de mettre 200 millions d'investissements par an, on n'a jamais vu les investissements, mais pourtant les gens avaient l'argent. D'accord ? Le problème dans les contrats publics, évidemment qu'il y a des mastodontes, vous pensez bien, les Suez, les machins, mais c'est des gars qui ont des batteries d'avocats qui vont au détail, qui vous font des contrats qui sont des contrats, ce qu'on appelle des contrats sibyllins, qui vous tiennent, qui ont vocation à vous étrangler. À charge pour les collectivités d'ailleurs d'arriver à déjouer les pièges. Collectivité ou autorité unique de l'eau, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à condition pareille, que nos élus jouent le jeu de la compétence. OK ? C'est pas fait mon plaisir que de décider de gérer seul. Parce qu'au moins des laits nous plaisiez. Peut-être une ligne qui est bien fait, et puis une ligne qui est défaillant. D'accord ? On a vu ce que c'est quand ça marche pas. SMTVD, c'est tout le monde a mis dans le même pot, et puis ça marche pas, c'est la difficulté pour tout le monde. Finalement, quand chacun faisait un petit bout, bizarrement, ça marchait un tout petit peu mieux. Malheureusement. Bon, donc sur les autorités, évidemment, le principe, c'est-à-dire l'instrument technique, administratif, est intéressant. Mais il ne faudra pas que ça devienne un centre de recrutement des petits copains. D'accord ? Parce que ça veut dire quand même qu'on augmente, quoi qu'il en soit, les charges. Oui. OK ? Et on diminue la performance. D'accord ? On augmente les charges. Ça, on dit ce qu'on veut. Nous sommes inefficaces sur le fait de mettre en place des institutions rassemblées et de faire baisser les fameuses charges de fonctionnement. Voilà. Parce que normalement, ce sont des économies d'échelle. Normalement, c'est censé être des économies d'échelle. Alors, si on a 2 financiers, on les met, ils deviennent tous les 2 directeurs et puis on recrute au-dessus quelqu'un. Donc on rajoute encore une charge. Et ça ne coûte pas moins cher aux Martiniquais. Donc il faut se fixer des objectifs. On fait une autorité pourquoi ? Pour faire des investissements. Pour mettre la pression d'ailleurs sur l'État pour lui dire, à l'époque où vous avez abandonné l'eau, d'accord ? À l'époque où vous avez dit l'eau paye l'eau, en France tous les réseaux étaient faits ici, absolument. Les gens étaient encore à aller à la rivière pour aller chercher de l'eau. C'est ça la réalité. Voilà, donc il faut mettre une pression sur l'État pour dire ou poco fini. Ça a été commencé là, ou poco fini, Bocani. Après, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut se fixer des objectifs. C'est quoi la qualité qu'on veut ? C'est quoi le prix qu'on veut ? Parce que si on fait une autorité unique, c'est qu'on veut être plus efficace. Et donc on va avoir un prix unique. Et dans ces cas-là, ça veut dire quand même qu'on aura quand même... social. Et un prix social. D'accord ? D'ailleurs, qui faisait partie, soit dit en passant, de votre programme à la CTM, le prix social de l'eau. Il faut des objectifs qui soient clairs et il faut se donner les moyens de les atteindre. Et moi, je pense que la question du prix, alors que l'on dit que à chaque fois, la Martinique a l'eau parmi les plus chères de France, il faut qu'on sorte du palmarès et puis que pour certaines choses, plutôt qu'on soit en haut du palmarès, mais on soit tout en bas et qu'on arrive à faire peut-être l'une des meilleures eaux et des moins onéreuses qu'il soit. Voilà. Sur une île, ça pourrait paraître être du bon sens. Très bien. Et puis une île qui dispose d'eau. Alors, Christian. Oui, moi, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Moi, je peux certifier que les tuyaux sont... Je peux certifier 2 choses. Que les tuyaux sont pourris et que la Martinique ne manque pas d'eau. C'est-à-dire que si les tuyaux n'étaient pas pourris, on aurait eu suffisamment d'eau pour contenter tout le monde. Et si c'était bien géré pour que l'eau, et comme Béatrice dit, soit l'une des moins coûteuses de France, à la limite. Bon. Alors, les tuyaux sont pourris pourquoi ? Et j'en ai eu une expérience quand j'étais directeur général de l'ARS, tout simplement parce que, alors non seulement il y avait des casses à droite à gauche et il n'y avait pas d'eau dans certains quartiers, il fallait vraiment régler le problème, mais parce qu'une des associations, celle qui était gérée par Florent Grabin, m'a dit écoute, Christian, ouais, il y a dit une usine VVA qui a traité là et puis charbon actif et que panique l'on déconne dans de l'eau avec comme ça, mais moi, je dis bagaille, on nous fait analyse. Après l'usine là, et nous disons, ouais, c'est pas Nicolas Déconadant. On a dit, oui, mais sauf que réglementairement, analyse de l'eau, c'est une analyse qui n'est pas chimique. Analyse là qu'a faite régulièrement par l'administration de la santé. Chaque monde a une compétence. Les analyses faites sont les analyses bactériologiques et tout, mais pas chimiques. Ah, ok. À l'époque. D'accord. Donc, moi, ils ont fait quoi ? Ils nous ont fait.
m'en prends responsabilité pour faire analyse là. Et qu'est-ce qu'on a, alors que ça n'était pas dans les responsabilités de l'ARS à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu très exactement que après l'usine, il n'y avait pas de chlordécone. Juste après. Juste après l'usine, Oui. il n'y avait pas de chlordécone. Oui. Quand tu commençais à faire des prélèvements un peu après, dans les communes qui suivaient tout, En aval, ouais. en Bien aval, en aval. tu commençais à avoir du chlordécone alors qu'il n'y avait pas de captage. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est l'absorption des tuyaux, la porosité des tuyaux qui faisait qu'il y avait une contamination. Une sorte de pollution. Qui quoi. était évidemment infinitésimale, à peine perceptible par les laboratoires, détectable par les analyses. Mais le problème pour l'eau, à la différence de l'alimentation, c'est que comme elle est quotidiennement bue, ça pose un problème. Ouais. Donc, là, je dis, pourquoi les tuyaux? Je ne comprends pas pourquoi les tuyaux étaient pourris. Alors, il y a évidemment le non-investissement de l'État, mais même si l'État ne mettait pas au pot massivement comme il faut que l'État mette au pot maintenant, vous passez un marché avec une société, elle a un prix. Vous passez le marché avec un prix. Dans le compte d'exploitation qui lui permet de calculer son prix, il y a des amortissements. Les amortissements sont une charge payée par le prix pour faire l'entretien avec la masse des amortissements réalisés sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, avoir des ressources financières qui permettent l'investissement dans une institution qui a un marché public. Si on n'a pas fait, c'est que l'argent, comme Béatrice a dit, l'argent est rentré, mais il est passé quelque part. Donc je ne comprends pas pourquoi les élus qui avaient la main, les représentants et la tutelle qui passaient ces marchés avec ces sociétés, ces grands ou pas, peu importe, et tout, pourquoi il n'y a pas eu de procès, de contentieux fait pour savoir où cet argent est passé? Pourquoi cet entretien des réseaux... Parce que ça finançait les clubs de sport. La population, c'est ça qu'elle doit exiger aujourd'hui, qu'on ne revienne plus dessus. Je termine juste sur une phrase. Je pense que l'autorité unique, c'est une chose, mais l'autorité unique, si elle est en accord avec des gestionnaires véreux, il n'y aura toujours pas d'eau et il y aura toujours des problèmes de l'eau. Donc c'est une question d'éthique à tous les niveaux et puis de garde-fous à mettre en termes de droit, en termes de procédure, en termes de compétences pour gérer cette affaire-là. Oh, pardon. Désolé. Oui, d'accord, mais le timing n'était pas parfait. Bien. Je te signale quand même que sur cette question, il y a eu quand même, il y a 3-4 ans, un rapport assez sévère de la Chambre régionale des comptes. D'accord. Et certains ont balancé d'ailleurs certains prestataires qui ne sont plus salariés, qui se sont fait virer pour avoir déjà commencé à parler, ont balancé que ça payait les billets des enfants d'élus, des femmes d'élus, des vacances, des clubs de sport, et patati et patata. Tout le monde, il y en a certains qui y ont trouvé leur compte, le fait qu'il n'y ait pas de l'eau partout. Bon. Alors, autre thème, la CTM souhaite accompagner les familles monoparentales, donc ces fameux parents isolés. Quelques chiffres quand même pour introduire le débat. Les parents isolés issus de grossesse inopinée, avec décision unilatérale d'enfanter seul, la fameuse conception de la femme potomitan que Béatrice n'apprécie pas trop, oui, tout à fait. Les séparations, les divorces, le veuvage. Et tout ceci pour dire que les parents isolés sont 25% en France et 41% en Martinique. Et parmi ces parents isolés-là, 38% sont dans une très grande précarité. Et sur 10 familles monoparentales, il y en a 9 qui sont tenues par les femmes. Donc voilà un petit peu dans le contexte. Je vais regarder. Michel, économiquement, est-ce que c'est un foyer viable? Ce sont des personnes qui sont en grande précarité Non, il est certain que c'est un des facteurs d'inégalité. À la Martinique, c'est que, précisément, tu as donné les chiffres. Hein. Oui, 41%. Bon. Et puis surtout, le fait que parmi ces familles monoparentales, il y a une grande partie qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Tout à fait. Bon. Par conséquent... Il y a une équation, effectivement, entre les deux. C'est ça. Là. Bon. Alors, il faut agir au debout. D'ailleurs, il y a eu une conférence de la CAF cette semaine qui a illustré ce que tu dis là. Je ne vais pas vous agonir le chiffre, mais qui a fait un bilan en 2021 et on s'aperçoit que parmi les bénéficiaires des prestations de la CAF,
différentes prestations, les familles monoparentales sont celles qui dépendent le plus des prestations. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a beaucoup de bénéficiaires de la CAF, des prestations de la CAF, qui ont d'autres ressources pour leur ménage, mais les familles monoparentales, c'est presque certaines, une bonne partie d'entre elles, c'est 100% de leur revenu est constitué par des aides sociales. Oui. Dans la dépendance à l'égard des aides sociales est exclusive. est exclusive. Oui. Donc, par conséquent, je crois que c'est important que... Alors, est-ce que c'est le rôle de la CTM de faire quelque chose? Mais je pense aussi que là, il y a un pacte de solidarité sur la pauvreté qui est en cours, qui va être appliqué à partir de l'année prochaine jusqu'en 2030 et qui est élaboré par le gouvernement. Donc là aussi, il faut que nous, parlementaires, interviennent, parce qu'il ne faut pas que dans des domaines de ce genre, on prenne l'habitude que ce soit la collectivité qui n'a pas de ressources financières qui se substitue à l'État. Très bien. Bon. Béatrice? Alors, on l'avait déjà expliqué, on avait dit, en effet, tu as redonné les proportions. 4 foyers sur 10 en Martinique sont monoparentaux. L'essentiel, malheureusement, évidemment, on le sait, c'est des foyers essentiellement constitués de femmes seules, même s'il y a également des foyers constitués d'hommes seuls, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Nous, notamment, ce que nous avons porté pendant la campagne de la CTM, c'était l'idée que on ne peut pas reprocher à des gens d'avoir des enfants et en même temps solliciter une démographie plus active en Martinique. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est accompagner les familles qui se trouvent dans des situations compliquées. Oui, c'est compliqué pour une femme de 20 ans qui travaille d'avoir 2 enfants, pourtant elle les a. Et nous avons tout intérêt à investir sur ces enfants et sur ces familles. La réalité, c'est que cette forme familiale, contrairement à ce que les gens pensent, une grande partie des études sociologiques ont été menées et les personnes, les associations qui sont sur le terrain le remarquent. Contrairement à ce que les gens pensent, une grande partie de ces familles auraient aimé la famille classique triangulaire, maman, papa, enfant, ça leur plairait bien. C'est pas le cas. Et malheureusement, c'est assez légion en Martinique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on en parlait, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, avant, on prenait de Fort-de-France 15 minutes pour arriver ici, aujourd'hui, c'est 45. Bon, comment on fait pour aider les personnes qui travaillent à mieux accompagner leurs enfants? Comment on fait aujourd'hui pour raviver, on va dire, l'éducation et peut-être même l'éducation populaire autour de ces familles. Je crois qu'il y a des vraies solutions à apporter. J'ai vu qu'il y avait donc 1 million d'euros qui étaient mis en œuvre. De ce que j'avais compris des précédents dispositifs, je pense que ce nouveau dispositif vient aussi dans le cadre des dispositifs qui avaient été annoncés entre le FSE, la CAF. Je pense que c'est finalement ça qui est peut-être détaillé, mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, en fait, de s'attaquer à la réalité des foyers martiniquais et à la réalité de la forme familiale martiniquaise. On aura beau dire, on aura beau vouloir, oui, on aurait aimé peut-être, ou les gens auraient aimé autre chose, des foyers plus construits avec papa, maman. C'est pas ça. Alors, faut que nous fassions, parce qu'il faut pas non plus qu'on ait comme héritage des enfants esselés, et ça existe. Et je peux vous dire que vivre au quotidien, souvent, c'est les grands-mères, par exemple, qui se retrouvent à éduquer les enfants parce que les mamans ne peuvent pas et aller gagner de l'argent et garder les enfants. Et l'environnement familial vient en soutien. Les tontons, les tatis, j'ai un cas d'un tonton qui prend soin de ses nièces, je trouve ça magnifique, qui prend le temps de faire les devoirs avec les enfants. Ça, il y a des choses, les gens ne s'en doutent pas, mais apporter les moyens d'un soutien scolaire, apporter les moyens du sport, apporter les moyens de la lecture, on va peut-être avoir le temps de parler tout à l'heure de l'éducation nationale, mais apporter ces moyens-là,
les mettre en complément de ce qui est fait me semble fondamental. D'accord, très bien. Alors, Christian, je vais donner quelques éléments. Hein. Campagne d'information, donc pour renseigner ces familles. Il y a aussi des financements de places spécifiques en crèche, renforcement des aides aux loisirs et au soutien scolaire. Il y a la création d'une équipe de travailleurs sociaux dédiée à l'accompagnement des démarches administratives. Il y a aussi la demande d'extension des agréments d'assistante maternelle pour l'accueil exceptionnel hors horaire de travail. Enfin, je vous lis ce que la CTM a prévu de faire. Et toi, ta lecture de professionnel Moi, tout ça me paraît aller dans le bon sens, de toute façon. Pourquoi ? Parce que on sait qu'en Martinique, d'après les chiffres, tous les chiffres que la CTM elle-même a donnés et qu'on a dans les statistiques, tu as 34 500 foyers qui sont en grande difficulté, en grande précarité, et tu as 59 000 personnes qui sont allocataires du RSA. Mais si on regarde bien le problème, la question ne concerne pas seulement ces gens-là, parce que même ceux qui travaillent, moi j'ai connu, pendant mes 20 ans de responsabilité syndicale, j'ai connu beaucoup de femmes qui étaient des femmes à temps partiel, et des femmes qui étaient chefs de famille. C'est ça. Et elles travaillaient, elles ont toujours travaillé. C'était les premières à être victimes, si on peut parler comme ça, victimes du temps partiel. Bon, ces gens-là n'ont pas droit forcément à toutes les allocations. Donc l'aide de la CTM, qui est une aide extrêmement importante, elle ne doit pas être que pécuniaire. Et je crois que ce que tu as dit au dernier moment, ça va dans le bon sens. Parce que l'inégalité, elle est dès le départ. Lorsque la maman n'a pas le temps, et c'est pas la grand-mère qui va éduquer l'enfant, même si elle rend un service fondamental, bon, mais il faut que l'enfant soit dès le berceau éduqué quelque part. Il faut qu'il puisse aller à la crèche. Il faut qu'il puisse... Et donc la crèche, c'est cher, même s'il y a des allocations qui permettent de financer en partie. Bon, il faut que quand il rentre à l'école... Il n'y a pas assez de place. Donc, d'où les assistantes maternelles dont j'ai parlé. Ensuite, il faut qu'à l'école... Et là, le fossé commence à s'élargir entre les familles, disons, qui ont des capacités et celles qui n'en ont pas. Notamment ces femmes à temps partiel, ces gens à temps partiel. Bon, donc il faut que là, il y ait de l'aide à la scolarité, un suivi, le sport, l'accès à la culture, la formation pour ces personnes, qu'elles puissent progresser dans leur carrière. Tout ça, c'est fondamental si on veut que la société martiniquaise progresse. Donc ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas se tromper, il faut mettre les moyens. D'accord, très bien. Alors, je finis bien rapidement. Hein. Une campagne de sensibilisation des employeurs à la situation de la monoparentalité, l'aide au financement du permis de conduire, hein, on disait, et puis même la mise en place de groupes de parole. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis d'accord avec donc, ce qui vient d'être dit par Christian, et je vais répondre aussi à une interrogation donc, de Michel. Donc ça va dans le bon sens. Alors, tu t'es interrogé sur la question de savoir est-ce que c'est le rôle de la CTM ? Oui, c'est le rôle de la CTM. Si on considère que cette question donc, de l'accompagnement des familles monoparentales n'est pas une question isolée, mais s'intègre dans le dispositif de la protection de l'enfance. Tout à fait. D'accord ? Donc ça prend tout son sens dans ce cadre-là. Et cette politique sociale particulière pour laquelle j'ai une certaine, je dirais même une affection, puisque j'enseigne le droit des politiques sociales, parce qu'il y a un enjeu fondamental. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Oui. Donc c'est notre intérêt à tous que, effectivement, d'accompagner ces familles afin que les enfants donc, d'aujourd'hui soient donc, des adultes dignes, enfin, peut-être que ce que je vais dire un peu tendancieux, dignes de ce nom. Mais en tout cas, il faut qu'on s'occupe effectivement de ces familles et dans le cadre donc, de la protection de l'enfance. Et je crois que tu disais à un moment donné, dans ton propos, Christian, que ce n'est pas, ou encore Béatrice, ce n'est pas une question essentiellement pécuniaire. Parce qu'aujourd'hui, l'orientation en matière de la politique de protection de l'enfance, c'est d'aider les parents à développer leurs compétences, leurs ressources parentales. Et c'est ça un enjeu. Donc, il doit y avoir, donc le terme d'accompagnement est suffisamment déjà éloquent sur cela. Accompagnement, donc il y a compagnon, donc ça nous fait penser au dispositif du compagnonnage, où il y a quelqu'un qui est à côté,
qui ne se substitue pas à vous, mais qui est juste là pour vous amener à atteindre vos objectifs. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que la CTM devrait orienter sa politique d'accompagnement des familles monoparentales, donc à aider ces personnes qui sont le plus souvent en difficulté sociale à effectivement être en capacité de développer leurs ressources en tant que parents. Je pense qu'effectivement tout cela va dans le bon sens et c'est une question d'intérêt, j'ai envie de dire, d'intérêt politique. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Nouveau thème proposé par Manuela, donc quel bilan pour la 5e session du Congrès des élus? Alors, je vais aussi m'autoriser une petite introduction et paraphraser Jean-Claude Duverger qui a été talentueux comme d'habitude. Une petite polémique est née autour du nombre de participants et il a dit qu'il a connu Césaire qui allait seul défendre les affaires de la Martinique. Ensuite, il y a eu le rapport Lise Tamaya qui a permis donc le fameux congrès, ils étaient 2. Et puis ensuite, il y a eu la déclaration de Basse-Terre, ils étaient 3. Karam, Michel Chevrier et Marie-Jeanne, qui se sont déjà questionnés sur une nouvelle forme de gouvernance. À ce propos, Bertrand, peux-tu rappeler, tu as une belle définition de la gouvernance, et je l'aime bien, je te prends un petit peu par surprise. Mais bon, non, c'est pas par surprise, parce qu'effectivement, moi, je suis étonné de l'usage que l'on fait du concept de gouvernance. Le concept de gouvernance vient du droit international, et c'est déjà suffisamment éloquent. C'est donc la question de la gouvernance pose la question du management à plusieurs. Voilà. Comment fera-t-on dans un monde marqué du sceau de la pluralité, comment fera-t-on pour gouverner à plusieurs? Effectivement, ne serait-ce que la question de la démocratie participative qui charrie l'idée qu'il faut que le peuple soit associé à la prise de décision. Tout le monde veut être associé à la prise de décision. Et c'est donc effectivement le terme de gouvernance, effectivement, le concept de gouvernance a pour objet donc de caractériser cette réalité aujourd'hui de l'idée qu'un management a plusieurs. Voilà. Alors, je poursuis mon propos liminaire. Donc, le congrès a eu lieu et puis, maintenant, c'est le congrès du peuple qui commence, puisqu'il faudra que ça aille débattre aux côtés du peuple. Et il y a eu quand même 9 pactes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, 9 pactes qui ont été proposés. Un pacte social, un pacte des relations sociales dans le travail, un pacte économique, un pacte démographique, un pacte fiscal, un pacte éducatif, un pacte culture, identité, patrimoine, il y en a un pour l'environnement et l'écologie, et enfin un pacte diplomatie territoriale et insertion économique. Donc voilà pour mon propos introductif, et je me tourne vers Bertrand, puisque tu as commencé. Alors, je n'ai pas donc de bilan spécifique, effectivement, pour cette 5e session. Or, si ce n'est que je suis assez interpellé quand j'écoute certains acteurs de la question. Moi, ce qui m'interpelle, c'est je trouve qu'il y a une certaine confusion quant à l'usage que l'on fait, question de terminologie. Évolution institutionnelle, évolution statutaire, j'entends donc tout cela n'est pas clair, je pense, dans la tête de tout un chacun. Et il serait bon, effectivement, que la première des choses, c'est qu'on s'approprie le sens des mots. Donc c'est une exigence aussi qu'on s'approprie. Si on parle d'évolution institutionnelle, rigoureusement parlant, ça veut dire qu'on veut changer l'institution actuelle. Institutionnelle. Donc, est-ce que... C'est-à-dire la Constitution? Non, pas la Constitution. L'institution CTM. Ah, l'institution CTM. CTM, d'accord. Le statut, poser la question du statut. Statut vient de status, qui veut dire, donc, manière d'être. Autrement dit, poser la question statutaire, ça revient à poser la question de la situation juridique de la Martinique au sein de cette République qui est la République française. Et ça envoie notamment à 3 choses. La question de l'organisation institutionnelle ou encore administrative. Et nous avons appris quelque chose en 2010, c'est qu'il est possible de changer d'organisation institutionnelle administrative sans changer de régime législatif. Donc c'est le deuxième élément, la deuxième composante donc, de la question de statut. Oui, c'est le régime législatif, donc. C'est-à-dire, soit on est donc sous le régime de ce qu'on appelle
communément l'identité législative, soit on est sous le Explique. régime... L'identité législative, c'est-à-dire qu'on reste... Législative, donc c'est l'article 73. Voilà. Le régime de la spécialité législative, c'est l'article 73, Voilà. 74 du moins. Oui. Autrement dit, spécialité législative, ça veut tout simplement dire que les lois qui sont adoptées par le Parlement français ne s'appliquent pas dans certains territoires, dans les territoires, a priori dans les territoires qui sont régis par l'article 74. C'est sauf mention spéciale dans la loi. Pour que, donc, en d'autres termes, la loi qui est adoptée à l'instant T, il est 18h25, effectivement, à ma montre, s'il y a une loi qui est adoptée, elle s'applique mécaniquement chez nous. Elle va s'appliquer chez, donc, ceux qui sont régis par l'article 74, sauf s'il y a une mention expresse dans la loi. C'est ce que ça veut dire, ce principe de spécialité législative. Et à toutes fins utiles, je rappelle que nous, de 1848 à 1946, nous avons été régis par le régime de la spécialité législative. Avec la particularité que nos représentants allaient adopter des textes à l'Assemblée nationale, mais qui ne s'appliquaient pas chez nous. D'accord? Donc c'est assez particulier. Donc c'est ça le régime de la spécialité. Donc est-ce que c'est cette question qui est sous-tendue par la revendication? Et puis un troisième élément, quand on parle d'évolution statutaire, et il ne faut pas qu'on occulte cette dimension, c'est la question de la compétence. Pourquoi? Parce que l'État ne saurait nous transférer des compétences, d'accord, qui ont elles-mêmes été déjà transférées à l'Union européenne. D'accord. Donc il y a un phénomène ascendant, l'État est aspiré vers le haut par l'Union européenne, et puis descendant, aspiré par le bas, par les collectivités territoriales. Donc il y a deux dimensions. Il y a une dimension, je dirais, franco-française, et puis il y a une dimension franco-européenne. Et il ne faut pas qu'on oublie, donc qu'on occulte cette troisième dimension, la question de la compétence. Donc, qu'est-ce qu'on veut véritablement changer? Est-ce qu'on veut changer l'organisation administrative? Donc changer d'institution, le modèle, d'accord, tel qu'elle fonctionne, avec la particularité, un organe exécutif et un organe, entre guillemets, législatif, d'accord? Délibératif. Délibératif, tout à fait, exactement. Est-ce que c'est ce qu'on veut changer? Ou encore changer donc de régime législatif, donc passer de 73 à 74, ou encore 73-1, puisque effectivement c'est ce qui a été adopté. Voilà. Donc, alors, avec la petite particularité, je n'ai pas l'intégralité de l'article 1, 73.1, mais je me suis référé à ce que, dans un article donc, de France Antilles, effectivement, il y a une petite subtilité entre l'article 73 tel qu'il est rédigé actuellement et puis l'article 73.1. Parce que l'article 73 tel qu'il est rédigé suppose un préalable, l'habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire, autrement dit du gouvernement, pour procéder donc à un pouvoir normatif dérogatoire. D'accord? Alors que l'article 73-1 tel qu'il a été rédigé, mais pour ceux que j'ai pu lire, suppose que donc ce serait la Constitution qui habiliterait directement la collectivité à effectivement à poser des règles sans le préalable du législateur ou encore du pouvoir. Et c'est effectivement, dans ce sens, on est véritablement dans le cadre d'un pouvoir réglementaire autonome. Mais bon, c'est une vieille question, puisque la question s'est déjà posée en 1984. Mais bon, c'est une question entre juristes de savoir, notamment en matière de fonction publique territoriale, si on n'avait pas besoin d'attendre l'intervention du décret d'application de la loi et que les collectivités. Donc, moi, j'aimerais effectivement qu'il y ait un peu de clarté sur l'objectif annoncé. Très bien. Alors, quelques précisions quand même par rapport à ce que tu as dit. Premièrement, rien ne se fera sans la consultation de la population. Il est évident mais il faut bien encore que le peuple lui-même donc deuxième élément. Les tenants, les aboutissants de tout ce qui est envisagé. Deuxième élément, quand on parle de congrès du peuple, c'est justement la volonté que les élus et puis les spécialistes, les juristes, etc., ont de vouloir aller vers le peuple pour lui expliquer de quoi il s'agit. Et quand tu parlais tout à l'heure... C'est peut-être là aussi le vice. Parce que c'est pour ça que je suis assez réservé personnellement vis-à-vis de la démocratie participative. Déjà, c'est un oxymore, hein. Démocratie participative. Il y a quelque chose qui ne va pas là, d'accord? Ah bon? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple.
Elle n'a pas à être participative. Donc c'est un oxymore déjà en soi. C'est déjà un oxymore. Démocratie représentative aussi est un oxymore. D'accord? Oui. Si on parle de l'étymologie du mot, tout ça, ce sont des oxymores. Bon, tant mieux s'il s'agit donc de revendiquer donc que le peuple puisse être associé à la prise de décision. Absolument. D'accord? Moi, je suis favorable. Si c'est donc c'est ça. Bon, mais il faut bien qu'on prenne le temps de poser les termes du débat. Et je trouve qu'on ne prend pas suffisamment le temps. Alors, bon, si le procédé ne me semble pas tout à fait, sur le plan méthodologique, ne me semble pas tout à fait adapté à l'idée qu'on peut se faire de la démocratie participative. C'est pour ça que personnellement, je préfère la démocratie délibérative. Donc, puisque on a déjà adopté cet article 373.1, qu'est-ce qu'on va demander au peuple, finalement? L'idée, ce serait que la rédaction finale soit la résultante d'une consultation, d'un travail fait par tout le monde. Et c'est en cela que l'idée de démocratie délibérative prend tout son sens, parce que on va, au final, rédiger un texte, mais qui serait le fruit de la consultation, de la négociation. C'est tout le processus d'un contrat. Quand on rédige un contrat, il y a deux personnes, deux parties qui sont assises autour d'une table et qui discutent. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon le négocium. Et l'instrument, le document qui va finaliser tout ça s'appelle l'instrumentum. Ce serait ça l'idéal. Bon. Mais ce n'est pas ce qu'on envisage de faire. Alors, je te réponds et je donne la parole à Michel qui, depuis un moment, s'impatiente. Donc, quand on parle d'aller vers associer la population à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques de manière stratégique, mais aussi du point de vue du quotidien, il s'agit de l'outil, l'article 73.1. Mais qu'est-ce qui va être mis dans l'outil? Eh bien, ça sera à la population de décider de ce qui sera mis dans l'outil. Et puis, de toutes les façons, c'est pas cette majorité-là qui va décider de quoi que ce soit, puisque on n'aura pas l'inélégance de proposer. L'idéal, ça aurait été que cet article soit rédigé à la suite de tout cela. Mais il y a eu, alors je donne la parole, il y a eu une phase diagnostic, une phase préconisation, une phase restitution du droit. Bon, on va laisser Michel parler, puis je vais préciser quelques trucs. Bon. Vas-y. Bon. J'ai beaucoup de respect pour les juristes, mais je pense que nos juristes font du juridisme. Depuis 1971, la Convention du Morne Rouge oui. nous ont pas beaucoup aidés. Et nos juristes ont introduit la confusion alors les choses sont simples. Les choses sont simples. C'est que qu'est-ce qu'a dit la Convention du Morne Rouge en 1971? Je résume. Le mode de développement qui consiste à appliquer de manière mécanique sur le plan économique, social, fiscal, ce qui se fait dans un pays développé comme la France, c'est un échec. Les événements de 2009, ça a été la preuve par des milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens dans la rue, que ce système était à bout de souffle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut modifier le modèle de développement. Et pour ce faire? Et pour ce faire, il faut changer le cadre juridique, notamment fiscal, qui induit le modèle de développement. Et par conséquent, je note avec satisfaction que ceux qui se gargarisaient avec les habilitations, les expérimentations de l'article 73 se sont rendus compte que ces réformes qui ont été introduites dans la Constitution en 2003, c'était un parcours du combattant où, en réalité, la main, c'était toujours l'État. Habilitation encore pour de courte durée. Exactement. 5 années plus tard. Et pour des sujets précis. Voilà. Bon. Et
Il y a au moins une chose positive dans ce congrès. Dans ce congrès, c'est l'idée qu'il faut un pouvoir normatif. Ça veut dire quoi, normatif? Autonome. Autonome. C'est-à-dire la possibilité de modifier la loi et le règlement. À ce moment, il n'est pas autonome. Bon, Excusez-moi, il n'est pas autonome, pouvoir normatif. Bon, et ce qui est intéressant dans le rapport est fiscal. Fiscal. Parce que, alors, et pour cela, il y a deux voies où la fusion de l'article 73 et de l'article 74, ou, alors là, c'est une astuce, c'est un solibo juridique, faire du 74 dans le 73, c'est-à-dire le fameux article 73.1. Alors, je l'ai là, je vais quand même vous lire, parce que juste ici, ça doit être très près. Alors, l'article 73.1, pour tenir compte de leur spécificité, va lire le tout, le premier paragraphe. Les collectivités régies par l'article 73 peuvent être, sur leur demande, autorisées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi et du règlement. Bon. Et effectivement, il est dit après que la loi définit les compétences exercées par la collectivité à titre exclusif ou conjointement avec l'État. Oui. Bien. Bien. Alors, démocratie participative, démocratie Représentative ou délibérative. Bon. Alors, il est certain que dans des domaines de ce genre, où il y a une complexité juridique, faut pas. C'est là qu'intervient le congrès des élus, les élus et les représentants politiques. Il faut que les partis politiques disent nous voulons aller à tel endroit et voici ce que nous vous proposons. Et ce que nous vous proposons, quelles sont les conséquences de ce que nous vous proposons. Alors, le mode de participation, bon, on parle de congrès du peuple, c'est possible. Nous proposons de rééditer la Convention du Bordeaux Rouge. Il faut refaire, dans les conditions actuelles, une réunion des forces politiques progressistes de notre pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, de façon... Ça peut être précédé d'un congrès du peuple en Martinique. De façon à définir ce qu'on veut. OK? Mais d'une manière ou d'une autre, il faut casser dans la Constitution française la notion de république une et indivisible. Donc il faudra, à un moment donné ou à un autre, une révision de la Constitution. Voilà. Je résume. Oui, tu as résumé, oui. Je résume. Alors, j'ai lu le document du Congrès. Il y a une analyse très intéressante sur le plan juridique. Bon, il y a une analyse intéressante sur le plan économique et social, sur le plan fiscal. Bon. Mais, par exemple, tu as parlé de l'Europe. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on pourrait discuter... Oui. Bon. À l'exclusion de ce qui a été transféré. Oui. Alors, tu as fini. Non, je termine sur la question européenne. Je donne un exemple. La question fiscale. Dans le même temps où il faut une modification de nos rapports avec la République française, il nous faut une modification de nos rapports avec l'Europe.
L'un ne va pas sans l'autre. Et une modification de nos rapports avec nos voisins. Exactement. Voilà. Bon, par conséquent, je prends l'exemple de l'octroi de mer. Si nous voulons avoir un pouvoir fiscal, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous autorise à avoir l'octroi de mer de manière provisoire pendant 5 ans ou 6 ans. Tu ne peux pas faire, c'est l'économiste qui parle, on ne peut pas faire une politique de développement avec l'épée de Damoclès, que l'instrument qu'on doit utiliser pour ta politique de développement va être supprimé dans 6 ou 7 ans. D'accord, d'accord. Par conséquent, donc la question, c'est que nous botte. Ce système ne peut plus aller plus loin. Très bien. Voilà. Béatrice, alors pour éclairer les téléspectateurs, juste un petit mot, nous avons eu des consultations juridiques, nous avons eu le professeur Soukamanien, nous avons eu Karine David qui était professeur de droit constitutionnel à l'université, et quand il y avait des débats juridiques, c'était bien évidemment avec son oreille attentive, son écoute, même si elle était en visioconférence, elle ne manquait pas de nous donner... C'est elle qui a travaillé pour la Corse. Elle ne manquait pas de nous donner des précisions. Ouais. Elle ne manquait pas de nous donner des précisions. Comme elle a vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie. Excuse-moi. Et donc... et puis donc, c'est l'opportunité de la modification de la Constitution avec la Nouvelle-Calédonie qui nous ouvre une petite fenêtre. Et donc, la Corse, visiblement, s'est déjà engagée, mais pour nous, c'est un petit peu plus loin. Béatrice, je vais t'écouter attentivement sur ce point. Pour nous, c'est même beaucoup plus loin, en toute sincérité. Oui. Là, il ne faut pas s'attendre. On ne modifie pas la Constitution tous les 4 matins. Oui. Donc, si là, c'est le tour de la Nouvelle-Calédonie, le nôtre, il ne va pas venir tout de suite. Oui, pas pendant ce mandat. Pas pendant ce mandat. Je crois qu'il faut le dire. Donc, ça veut dire que les réflexions peuvent encore continuer, d'autant plus qu'en toute sincérité, je ne trouve pas beaucoup d'originalité à l'article 73.1. Tout à fait. Qui me rappelle quand même de façon peu subtile... Spécificité, on revient à l'ancien article 73. Ouais. Attends. Qui me rappelle quand même, de façon assez claire, l'article 73. Quoi. Donc... Un petit mot, vous savez, c'était compliqué parce que fusionner 73-74, ça remettait en question le 74, puisque ceux qui ont choisi le 74 auraient dit « Ah oui, mais on a choisi, et finalement, vous rebattez les cartes, et nous, on souhaiterait garder, pour ceux qui notamment souhaiteraient garder... » Il ne faut pas qu'on soit inquiet de ça. Honnêtement... Ça qui choisit 74, il n'y a pas été mêlé, choisir 74, alors voilà, ça leur enlève rien. Si après, d'ailleurs, ils veulent solliciter, s'ils trouvent que l'article 73, 1, 2, 3, machin, est plus intéressant, ils pourront toujours demander à aller dessus. Enfin, alors, le principe. Pour le principe, il y a de toute évidence une réflexion claire à mener. Moi, la partie qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est cette partie congrès de la population. Il va falloir apprendre à communiquer avec la population. Oui. Encore une fois, je le répète, la démocratie a un prix. Exactement. Bon. Oui. Et il n'est pas peu cher. Quand on veut faire de la vraie démocratie, il faut y mettre le prix. Je regrette que la collectivité territoriale de Martinique n'ait pas fait des spots, tout au long d'ailleurs de ce congrès, pour expliquer les étapes. J'espère que maintenant qu'on va passer à une partie communication avec les populations, que des spots très clairs, pertinents, réguliers, vont être faits comme, j'allais presque citer une marque de yaourt, mais de sorte à ce que presque il y ait quelque chose qui devienne presque un adage, que les gens se disent voilà, il y a ça, il va falloir qu'on y aille, on va participer, on va être interrogé. Il faut ça, parce que tu vois, tu nous dis le pacte. Oui, moi j'ai entendu parler du pacte, mais 98%. D'ici, c'est né 9. Parce que 19. Béatrice, il ne faudra surtout pas que ce soit une histoire de spécialistes juridiques. Hein. Il faudra descendre. Mais pour que ça ne le soit pas, à nouveau, bien sûr. Mais pour que ça ne le soit pas, il faudra. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas rédigé votable. OK ? Encore une fois, on revient à cette conception de la compétence. Moi, je le dis tout le temps. L'avis de chacun compte. Pourtant, il y a des avis qui sont des avis de spécialistes, d'accord, qu'il faut pouvoir entendre.
Notre population doit pouvoir comprendre qu'un spécialiste du droit constitutionnel, c'est pas un marchand de tapis. Ok ? Il ne faut pas laisser la discussion uniquement avec les juristes. Il ne faut pas laisser la discussion... confronter avec les économistes. Voilà. Mais il faut confronter, avoir ce qu'on appelle une vision holistique. Une vision holistique. Globale. Faut donc global. Il faut aussi les confronter avec le monde de l'action sociale, qui est dans une réalité qui est prégnante. Oui, la société dans sa globalité. La société dans sa globalité. Moi, en toute sincérité, tout ce qui va nous amener à faire un état des lieux, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi une idée d'état des lieux, à faire un état des lieux, notamment dans les pactes, à faire des états des lieux sincères. Et j'ose espérer que ce ne seront pas encore Yoke dit mon y a un problème et puis des de l'autre bord, mais que ce ne sont pas encore des cabinets de l'autre bord qui vont venir pendant 3-4 jours et puis qui vont nous ressortir les trucs qu'ils ont déjà écrits il y a non pour d'autres régions de France qui ne nous ressemblent absolument pas. Il faut des solutions martiniquaises aux problèmes martiniquais. On l'a dit, on ressemble pas aux autres. C'est pas de notre faute. Nous pas qu'à mieux, nous sommes uniques. Donc il y a des solutions qui doivent être uniques. La construction de notre société a cela aussi de particulier. Elle est unique. Et notre problème, qui est aussi un avantage, c'est que nous sommes une île. Voilà. Donc c'est ça aussi qui fait notre caractère unique. Nous sommes sur un périmètre spatial, géographique, qui est quelque part isolé, fermé à lui-même. Donc inventons. J'ose croire sincèrement que la population sera invitée de façon très régulière, pédagogique, à participer avec des personnes formées aussi à la concertation, ils sont en train d'être formés en plus en ce moment, peut-être avec des personnes qui vont faire la conciliation pour sortir les choses qui sont du domaine du fantasme et puis de l'opinion, au domaine pour aller vers la participation. On a eu l'occasion de recevoir et d'avoir Olivier Jean-Marie ici, qui fait ces petits ateliers, et je pense qu'il faut les démultiplier. Il faut qu'on arrive à ressentir, je le dis aussi, la population n'a jamais été aussi politisée, contrairement à ce que l'on dit. Les gens n'ont jamais parlé autant de politique. Ils sont par contre extrêmement déçus. Voilà. Et donc il va falloir sonder cette déception. Il va falloir que les élus, quels qu'ils soient, admettent de se remettre en question. Il faut se remettre en question. C'est indispensable quand quelqu'un dit « vous savez, ça marche pas ». Il faut qu'on accepte de dire « oui, vous avez raison ». Tout à fait. Alors, je donne la parole à Christian. 2 éléments. Alors, bon, pour répondre à tes interrogations, dès janvier 2024, une organisation de réunions publiques et de restitution commencera. Donc, il y aura des réunions de concertation dans les communes de la Martinique pour partager avec la population les propositions de rédaction. Je peux te faire une proposition à faire Non, janvier 2024, il faut faire de la com. Oui. D'accord Il faut parler de ce que vous avez déjà fait, de ce qu'a été le congrès, des résultats du congrès, de pourquoi on en est là. C'est ça qu'il faut dire en janvier. Nous, quand on dit, nous, quand on allait discuter, puis les moulins pas même savent, ça fait tout ça temps. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une suggestion. Oui, bon, elle est bienvenue. Et puis, quand Michel disait tout à l'heure, l'habilitation, etc. Bon, un maire, il dispense des permis de construire. Il a le pouvoir de donner un permis de construire. Mais le plan local d'urbanisme, il est conçu par qui ? Il est conçu par l'État en France. Et donc, forcément, quand on a un petit territoire comme la Martinique, qui fait 1000 km², il est bien évidemment que c'est problématique. Et donc, quand on parle de pouvoir normatif, c'est la volonté d'adapter les règles, les règlements et les lois qu'il y a nationalement, de les adapter à nos réalités, parce que les lois et règlements de la France hexagonale ne correspondent pas à nos réalités à nous. Bon, c'est ce que je voulais un petit peu préciser, et je donne la parole à Christian. Oui, moi, je voulais juste marquer plusieurs petits points. Oui. Parce que j'ai vu un peu avec une certaine amertume ce qui s'est passé au Congrès. Vous dites le Congrès a décidé. Quel Congrès ? Le Congrès de qui ? De combien d'élus ? De quelle unité avec une vision partagée de l'avenir de la Martinique, avec toute la polémique qu'il y a eu autour de ce Congrès-là. Donc je m'interroge. Et puis je m'interroge aussi sur
de quel point, d'où on parle, du point de vue des juristes, avec ce qui est dans le cadre actuel de la Constitution, des pouvoirs qui sont dévolus aux collectivités, à l'État et à l'Union européenne, ou bien on parle du point de vue de l'intérêt, avec une vision qui serait partagée, de la population martiniquaise et de la Martinique. On parle d'où? Voilà. Si on s'enferme en concevant que on est tenu par le carcan prédéfini du droit et de la Constitution française, on s'en sortira jamais. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être irréaliste, rêver, et puis faire comme si ça n'existait pas. Mais je veux dire, si notre intérêt, c'est vraiment d'aller où on veut aller, et de transformer au fond la Martinique, on ne peut pas se lier les mains et se ligoter. Je vais donner un exemple. Quand vous gérez des situations de crise, directeur ou préfet, etc., vous gérez une situation de crise épidémique, une situation de crise après un séisme ou l'affaire d'Haïti, que j'ai eu l'honneur de gérer avec le préfet Mancini qui était là à l'époque, il vous faut deux choses. Il vous faut un pouvoir unique de décision, vous décidez, mais vous avez besoin pour décider de hauts conseillers scientifiques qui ne vous mentent pas et qui vous disent la vérité scientifique. Et à partir de là, vous décidez. Vous prenez vos responsabilités, vous vous trompez ou pas. Mais vous avez... Là, c'est pareil, là. Les juristes sont là pour conseiller, dire, voilà ce qui existe. Voilà, si vous allez là, voilà ce qui va se passer du point de vue du droit et de la Constitution. Mais ce n'est pas eux qui doivent avoir la vision, l'orientation, la stratégie, les idées pour avancer. J'ai l'impression que là, on fait ce qu'on a toujours fait, quoi, finalement. Bon. Je vais répondre sur ça, oui. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, moi, je prétends que si on veut transformer la Martinique et aller loin, même s'il y a des étapes, même s'il y a tout ce qu'il faut, même s'il faut tenir compte des rapports de force, etc., il faut faire attention aux expériences, de ce qui s'est passé dans le monde. Avoir un statut différent, ou bien une institution, même une institution différente de ce qui est aujourd'hui ACTM, ou plus loin, l'autonomie, Monde Rouge ou l'indépendance demain, c'est pas un vote avec 50% plus 1 qu'il nous faut avoir. C'est au moins 3/4 des élus et 3/4 de la population, de mon point de vue. Si on veut que ce soit légitime, que ce soit fort et qu'on n'ait pas en face de nous un État avec toute la machine expérimentée depuis des siècles du colonialisme français, du gouvernement français, des gouvernements français, qui peuvent chercher à attiser les divisions et à affaiblir la démarche de la population martiniquaise. Donc ça veut dire, quand on comprend ça, qu'il faut une force d'au moins, à mon sens, des 2/3 de la population et des 2/3 des élus, il faut de là, ce que disait Béatrice, de la pédagogie, de la communication, du temps, de l'éducation, en commençant par faire que ce qui existe aujourd'hui, au moins fonctionne bien. Au moins fonctionne bien dans le domaine du transport et des routes, de l'enseignement, de la santé, de l'habitat notamment, et de l'eau, au moins que ça fonctionne bien. Parce que quand tu dis, la population, comme vous avez dit, elle n'est pas moins politisée, elle est autant politisée qu'avant, sinon plus. Mais elle n'a pas confiance. Parce que dans tous ces domaines-là, l'expérimentation du pouvoir ou du plus de pouvoir dévolu aux élus martiniquais, ça a échoué. Ça a échoué. Et c'est pour ça que gagne le Rassemblement national aujourd'hui. C'est pour ça que à la limite, les crises avec violence, ça nous fait reculer par rapport à avant. Donc je pense qu'il faut évidemment prendre le temps, débattre pour que, à la limite, quelles que soient les tendances politiques anticolonialistes, je parle du Grand Assemblée, je parle de l'ensemble des grands courants, ils ne peuvent pas se payer, s'ils sont des responsables, le luxe de faire sur ces questions-là de la politique politicienne. Il faut arrêter. Moi, je dis ça en mon nom de militant anticolonialiste martiniquais. Il faut arrêter. Et il faut au moins partager une démarche qui soit discutée, que l'un n'impose pas à l'autre, que l'un ne couillonne pas l'autre, que l'un ne cherche pas à passer plus vite pour dire c'est moi le grand chef, c'est moi qui impose, c'est moi qui, etc. Que l'on avance pas à pas, mais arrêtez de faire de la démagogie et avançons. Très bien. Alors, juste pour répondre à Christian, je te donne la parole. Quand tu dis que ce qui existe doit fonctionner bien, mais souvent, hélas, les carcans juridiques existants ne permettent pas qu'il y ait des leviers fiscaux
de manière à ce que ce qui existe puisse fonctionner bien. Premier élément. Deuxième élément. Non, mais il y a des choses qui pourraient être faites et qui ne sont pas faites alors que les moyens sont là et que c'est de l'inorganisation, c'est du laisser-aller, c'est de la corruption, c'est du népotisme, des gens qui ne sont pas les meilleurs ou meilleurs sans doute. C'est pour ça que ça n'avance pas. Sans doute. Il ne faut pas toujours qu'on rejette sur les autres. Non. Deuxième élément. Mais c'est sûr que la situation, voilà. si on ne voudrait pas la changer. Mais oui, deuxième élément. Quand Badinter a voulu supprimer la peine de mort, pardonnez-moi pour le raccourci intellectuel, mais 85% de la population française était contre. Aujourd'hui, voilà. Sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une initiative ou une innovation du point de vue des propositions que ça va aller dans le mauvais sens. Et enfin, troisième élément, il y a la possibilité de transférer ou de partager avec l'État certaines compétences. Et il y a aussi la possibilité d'expérimenter par les collectivités une autonomisation progressive de ces compétences-là. Donc il y a, j'ai envie de dire, un soufflet, un sas qui permet, en fonction des territoires, en fonction de la volonté des élus, de s'adapter de manière à faire évoluer les choses pas à pas. Mais c'est important. Alors je te donne la parole et puis ensuite, Michel. Alors, ça me fait penser à une phrase de Bourdieu qui dit, effectivement, c'est déjà bien que dans cette émission, on ait un certain temps pour pouvoir effectivement développer. Mais la phrase donc de Bourdieu est la suivante: le temps de la pensée n'est pas celui des médias. D'accord ? Bon. Donc je vais essayer donc de faire court sur ce que je voudrais dire. Je suis résolument, d'accord, je ne suis pas favorable au juridisme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit politique. Donc, j'enseigne le droit constitutionnel. Le cours de droit constitutionnel de première année, c'est moi qui l'enseigne. D'accord ? Donc, ce qui m'intéresse, c'est le droit politique. Alors, partant donc de cette prémisse, j'ai envie de dire donc à Michel que, puisque je ne suis pas effectivement opposé au juridisme, il ne faut pas considérer le droit comme un obstacle. Parce que le droit est avant tout le produit d'une volonté politique. Et quel est le rôle du droit ? D'accord ? Le rôle du droit, c'est d'informer cette volonté politique. Mais informer au sens premier du mot informer. IN-former qui veut dire mettre en forme. D'accord ? Pas informer au sens que je vous donne une information. C'est le premier sens du mot informer et c'est le rôle du droit, de mettre en forme. Donc ça veut dire que le droit n'est pas en amont, mais en aval d'une volonté politique. Donc il appartient aux élus, donc à ce moment, donc dans un processus donc, tel que celui que nous sommes en train d'initier, c'est le rôle donc, du jury, c'est de dire, je vais employer un terme technique, c'est la juridicité. Autrement dit, la faisabilité juridique de la volonté politique. D'accord ? Donc le droit n'est pas un obstacle. Bon, c'est vrai que parallèlement, paradoxalement à la limite, le droit, la politique est saisie par le droit. Autrement dit, de plus en plus, effectivement, il y a un encadrement juridique donc, de cette volonté politique, mais au nom de principes fondamentaux qui sont les libertés, les droits fondamentaux des êtres humains. D'accord ? Mais ce n'est pas un obstacle. Donc, quand je dis donc, tout cela pour rappeler, effectivement, c'est bien que la collectivité ait été accompagnée par des juristes, mais ce ne sont pas les juristes... Pas la collectivité, les élus. Oui, les élus, d'accord, qui ont été accompagnés par des juristes, mais ce ne sont pas les juristes qui font la volonté politique. La volonté politique, elle est celle donc, de ceux et celles que nous avons élus, mais qui, effectivement, accompagnés par cette expertise juridique, vont traduire une volonté donc, qui est censée, elle, celle de l'ensemble de la population martiniquaise. C'est ça que j'ai laissé transparaître comme impression ? Non, par rapport à la... Non, parce que... Donc, c'est surtout l'idée qu'il ne faut pas voir le droit comme un obstacle. D'accord, non, je n'ai pas... En tout cas, c'est ma conception. Tout à fait. Et je suis résolument opposé au juridisme. D'accord. Ce n'est pas une fait en soi. Alors, Michel. Le droit pour le non, droit. mais je rassure. À Michel. Je te rassure, je suis d'accord avec toi, 5 sur 5. Autrement dit, le droit doit être la traduction d'une volonté politique. Et la volonté politique, c'est la souveraineté martiniquaise. Bon, en tout cas... Mais il faut dire comment elle s'exprime. Alors, le problème, c'est effectivement... Et c'est là qu'on a le débat. Alors, comme dit Christian, comment elle s'exprime
et compte tenu Et de comment on la l'existant, crée, comment on la développe. compte tenu de l'instant, compte tenu du vécu, du passé, etc. Bon, on l'a vu sur certains sujets, notamment l'eau, etc. Donc, par conséquent, mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître que dans les débats que nous avons eus depuis les 30-40 dernières années, je répète, ceux de 2010 par exemple, les juristes ont obscurci, Oui, parce qu'ils sont conservateurs aussi. Hein. les juristes, C'est ça. les juristes D'où ont on parle. obscurci le débat. Il y a des juristes qui ont dit qu'avec l'article 74, si la Martinique avait une catastrophe naturelle, C'est pas vrai. comment on m'entend ça, et de la part d'un éminent sénateur, s'il y a un lieu où on fait le droit, c'est bien le Sénat, que EDF ne viendrait pas secourir les Martiniquais. Oui. Bon, par exemple. C'était un juriste? Oui. Bon. 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 C'est- Quand d'autre part, Attendez, oui, laisse-le finir. oui. j'ai entendu aussi qu'avec le 74, le SMIC disparaîtrait, que on n'aurait pas, Allons à sémenter. on n'aurait pas les retraites, On n'aurait pas la Allons à carte. sémenter. qu'on n'aurait pas la CAF. Attendez, Bon. attendez. Bon. Donc, attention. Oui, oui, oui. Attention. Donc, il est certain que c'est à la fois une bataille politique, une bataille sociale, une bataille juridique, une bataille fiscale. OK? Parce que nous avons un certain nombre d'échecs globaux. Et d'autre part, s'il est vrai qu'avec la décentralisation, les collectivités ont certains pouvoirs, elles n'ont pas tous les pouvoirs. Et puis, Elles n'ont pas tous les pouvoirs. Je prends l'exemple de tarifs de transport. Nous avons la compétence transport, nous n'avons pas la capacité de fixer les tarifs. Pourquoi? On n'a pas la fixation. Nous n'avons pas la fixation des tarifs et de lever Oui, parce que là, c'est Non, un quel pouvoir tarif? fiscal. Il faut Bon, d'abord- par conséquent, la collectivité territoriale de Martinique est obligée de puiser sur ses fonds propres pour alimenter Martinique Transport. Par exemple. Donc, il faut rentrer dans ces... Oui. Ce n'est pas vrai qu'on a tous les pouvoirs en matière de transport. Oui. Non, mais bien Et sûr. dans le prolongement de ce que vient de dire Michel, on a évoqué la question du transfert des 50 pages géométriques et des îlets. Mais si on n'a pas le pouvoir de police, mais voilà. d'accord, c'est très bien. Mais si on ne dispose pas du pouvoir de police, c'est un pouvoir creux. C'est clair. Bon, donc par conséquent, ce sont ces questions-là qu'il faut mettre dans le débat. Bon, alors, Non, il faut les mettre, Béatrice, il faut les mettre dans les débats, mais ça ne nous prive pas de ce que Christian disait, d'une obligation aussi d'efficacité, d'évaluation. Ok. Aujourd'hui, on a quand même aussi des services qui nous coûtent outrageusement cher parce qu'ils sont mal gérés par des personnes incompétentes et parce qu'on ne veut pas faire l'autopsie de notre gestion. D'accord ? On ne veut pas. Et c'est pour ça que je dis il faut que nous fassions preuve d'humilité sur ce que nous avons déjà aussi. D'humilité, parce que c'est ce qui va nous permettre de rebondir et de faire mieux. Absolument. Et de gagner du temps. D'accord ? Sur le transport, Michel a raison. On a un problème sur le versement. Maintenant, sur qui on va les prendre ? C'est ça aussi, ça va être ça. La source, c'est bien gentil de dire qu'on a le pouvoir fiscal. Mais sur qui ? Oui. Sur qui ? Sur qui quand on sait qu'il y en a certains qui peuvent rentrer au Sénat ou à c'est ça. l'Élysée comme ils veulent ? C'est ça la démocratie. Voilà. C'est ça la démocratie. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais il faut quand même... Non mais Oui, tout à fait. Oui. on a cette obligation du coup de dire ce que l'on veut faire avec ces changements statutaires. Tout à fait. Ok ? Très bien. On a l'obligation. En tout cas, de toute façon, c'est la première fois qu'on aborde le sujet, et c'est un sujet qui reviendra, et nous essaierons donc de l'alimenter par des illustrations, C'est très par bien des qu'on exemples. puisse le faire Oui. ici. Voilà. Parce qu'on a donc du temps. Voilà. Et ce sont donc des questions qui méritent effectivement d'être
Il faut ressasser. Oui. C'est l'art de la pédagogie du récit. Ressasser, 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 jusqu'à ce qu'effectivement les gens arrivent à bien saisir les enjeux de tout cela. J'aime beaucoup ce que Béatrice dit. En général, c'est l'éducation populaire. En fait, l'éducation populaire, c'est effectivement aller au contact et puis On n'a pas discuter. abordé le problème de l'éducation. Alors, ben justement, c'est le dernier thème parce que Grégory a déjà allumé sa On va petite vite, on va loupiote vite. là. Je vous donne 1 minute par personne, hein, puisque brevet, redoublement, mathématiques, visiblement le nouveau ministre Béatrice essaie de reprendre les choses par le taureau par les cornes, notamment en ce qui concerne les redoublements, parce qu'auparavant, vous avez tous connu ça, on passait, et puis le conseil de classe pouvait proposer un redoublement. Depuis, je ne me rappelle plus, en tout cas, au moins une décennie, c'est le passage automatique, et l'enfant ne redouble qu'à la demande de la famille. Oui. Et voilà un petit peu les aberrations dans lesquelles on était, et bon. Alors, s'il vous plaît, Ouais. Béatrice. Michel, sauf si Michel veut pas. Qui décide la ceinture. Michel, alors, Béatrice. Non, mais là où c'était problématique, et c'est quand même bien de revenir dessus. Les parents, parce que j'ai entendu la plupart des gens sont pour le fait que ça soit quand même le système éducatif qui décide de la possibilité, du besoin ou pas de faire redoubler l'enfant. Pas des parents. Bon, j'ai envie de dire, il y a plein de parents, ils vont dire non, j'ai pas envie que mon enfant redouble, et puis point barre. Alors, il y avait la possibilité, je crois que c'était au tout début, enfin, il y a 2 ou 3 décennies, c'était seulement dans certaines classes. Il me semble que c'était la 6e. Ah, vous êtes dissipé. Ouais, vous êtes dissipé, hein. Où le parent, ça c'est Michel en plus, où le parent, attends, en plus il dit des Il nous bêtises. provoque, il nous dit Et c'était le parent en 6e qui avait la possibilité d'influer ou pas sur ce fameux choix de redoublement, et puis après ça s'est élargi. Écoutez, il y a un vrai problème, et moi je le dis quand même à nos compatriotes, ramener les enfants, déposer les enfants, passer du temps avec les enfants dans les bibliothèques, ok ? Le PISA, enfin le classement PISA, c'est un classement qui donne un certain nombre d'indicateurs sur la capacité de lecture, d'apprentissage, de compréhension, de ceci, de cela. On est en train de dégringoler. Et encore une fois, évidemment, nos territoires sont parmi les derniers. Bon, il y a des enfants qui se retrouvent en classe primaire, en CM1, qui ne savent pas lire, ok ? À qui on donne des devoirs, alors qu'on sait que l'enfant ne sait pas lire. Et on a l'obligation de le faire passer des classes. Donc on fait des machines à échecs. On les brûle. Mais la réalité aussi, et je le dis, et je l'ai dit en propos off tout à l'heure, la réalité c'est que le système éducatif quand même aujourd'hui, il est fait pour des bonnes classes moyennes déjà très confortables. Hein. Oui. Donc on est en train de construire des échecs, mais on sait très bien qu'il y a des classes populaires qui n'ont pas accès, qui ne vont pas avoir accès à ce que la promesse qu'est l'éducation nationale, c'est-à-dire la promesse de l'apprentissage, la promesse de l'instruction, parce que le cadre dans lequel c'est fait n'est pas adapté à leur situation. Et je l'ai dit la semaine dernière, quand on est à 4 sur une table, je sais pas ici que je l'ai dit, je l'ai dit sur une chaise, une autre chaîne, quand on est à 4 sur une table de salon avec la télé allumée à devoir faire ses devoirs, c'est pas la même chose que quand on a une chambre individuelle et un petit bureau et une chambre de 14 mètres carrés. Christian. Alors, bon, moi je pense que ça c'est un bon sujet parce que la collectivité martiniquaise aujourd'hui ou celle de demain, évidemment, elle ne peut pas ne pas considérer l'enseignement et la question scolaire comme étant une question politique majeure. Voilà. Donc, à sa place, j'aurais pris ce dossier de l'enseignement, comme le dossier, par exemple, je sais pas, de l'eau, qui ne peut que faire consensus. Et sur l'enseignement, il sera de redoubler par redoubler. Les enseignants formés enseignent aux élèves, ils sont aptes à juger si l'enfant est mieux pour maîtriser la suite, s'il passe dans la classe supérieure ou s'il reste. Moi, j'ai redoublé des classes. Les parents devaient dire, j'ai redoublé. Moi non plus, j'ai on m'a redoublé foutu aussi. dehors du lycée, à un moment donné, en 5e. Vous avez fait la révolution. Mais bien sûr. Non, la révolution du football et tout. Ça ne m'a pas empêché, au moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que j'étudiais, de faire tout ce que avait à faire. Donc, je veux dire, si cet enseignement est pris comme un dossier stratégique de la CTM, et ça peut se résumer en 5 points pour moi, très simple, clair. La formation sérieuse des enseignants à réformer pour qu'ils aient aussi le bagage de la prise en compte de notre culture, de notre histoire, de notre environnement caribéen. Si le nombre d'élèves est adapté à nos besoins
aux besoins d'enseignement ici. Si les équipements sont donnés aux écoles pour qu'on ne puisse pas décrocher, regagner le terrain qu'on a pas. Donc les questions d'équipement, les questions d'aide pour justement combattre les inégalités, les questions d'aide à la scolarité, aux devoirs, dans les écoles comme dans les quartiers populaires notamment, pour que les enfants aient les mêmes chances. Les questions de programme, donc de contenu du programme à réformer, qu'il faut des groupes de travail, d'enseignants, de spécialistes, de chercheurs qui bossent sur ça pendant les 5 ans qui viennent. On peut faire de cette question d'enseignement un levier pour que la population martiniquaise comprenne où est son intérêt sur la question de l'eau aussi, par exemple, et de la réforme. J'associe des dossiers comme ça. Et vous verrez que même si aujourd'hui les gens sont réticents, etc., si les élus font cette communication sur cette base-là comme il faut, en associant la population, en faisant des consultations, etc., la situation changera. Bon. Bertrand. Alors, c'est une question, donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, d'autant plus que je parle à un collègue, on va dire, un enseignant. Bon, il faut se poser la question, quelle est la fonction sociale de l'enseignant? L'enseignant fait partie de ce qu'on appelle des métiers d'œuvre, comme le médecin, comme l'avocat. Autrement dit, des gens qui ont pour fonction, les travailleurs sociaux, qui ont pour fonction donc de faire advenir quelqu'un. Imaginons donc l'enseignante en maternelle qui prend un enfant à l'état brut et qui va contribuer à en faire. C'est le sens de l'école de Jules Ferry, c'est en faire des citoyens. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que les réformes annoncées par Emmanuel Macron par l'entremise de son fidèle lieutenant qui est monsieur donc Attal m'interpellent. Parce que ce que je constate, il faut avoir donc effectivement cette vision un peu systémique de ce qu'il envisage de faire. Dans le cadre donc du néolibéralisme, parce que donc Emmanuel Macron, on le sait aujourd'hui, c'est un néolibéral. Effectivement, on voit bien qu'il s'agit avant tout de former. Moi, je me rappelle le film Les Temps modernes de Charles Chaplin. On veut que nous, effectivement, former des producteurs pour le système et non pas des citoyens. De bons consommateurs. Donc, des compétences techniques et non pas des compétences sociales. D'accord? Donc des gens qui sont capables donc de réfléchir sur le système, le monde dans lequel ils vivent, effectivement, avoir cet esprit critique. Mais on veut former des travailleurs, justement, à l'image du film des temps modernes, et c'est ce qui m'inquiète, m'interpelle donc dans ce qui est entrepris par M. Macron. Je souhaiterais que tu définisses le néolibéralisme, s'il te plaît. Alors, tout est dans le néo, puisqu'il y avait le libéralisme, le néo. Donc, la différence entre les deux, c'est que le libéralisme, rapidement, c'est le laisser-faire. Oui. Le néolibéralisme, c'est tout le contraire. C'est toujours l'idée donc du libéralisme qui prône le primat de l'individu sur la société, mais cette dimension néo, alors que le libéralisme, donc, c'est le laisser-faire, le néolibéralisme postule qu'il faut instituer une société de marché. Et le rôle de l'État, il appartient à l'État d'instituer cette société de marché. Dominée par la finance. Par la finance, bien sûr. Donc par la concurrence, tout ce que cela importe. Et au besoin, et on le voit bien à travers le management d'Emmanuel Macron, au besoin, un brin d'autoritarisme est nécessaire. Bon. Très bien. D'accord. Michel. Bon, je souscris à ce qui a été dit en particulier par Christian. C'est une belle question. C'est une belle question. Et je souscris à l'idée qu'il faut poser les problèmes martiniquais, la culture, d'où nous venons, etc. Et ce n'est pas en comparant à l'OCDE. Oui. Je dis ça quand même à nos amis enseignants. C'est pas en comparant la Martinique à l'OCDE. C'est quoi l'OCDE? Organisation commune de développement économique, c'est les 30 pays les plus riches au monde. Alors, moi, je préfère le PISA, le fameux PISA qui a servi. PISA. Donc, voilà. Bon, alors, bien, on nous dit qu'en mathématiques, les élèves les moins performants, il y en a 29% en France, et que la moyenne OCDE, c'est 31%. Bon, c'est malheureux. La Martinique, elle est où? Je ne sais pas. Bon. Mais ce que je sais, moi, c'est que dans un pays sous-développé comme la Martinique, et qui a besoin... Mal développé. Qui a besoin de rationalité. Nous avons besoin d'un enseignement où le contenu des mathématiques et des sciences soit beaucoup plus fort que maintenant.
il faut que les Martiniquais Investissent, oui. aient la capacité, tu parlais d'esprit critique, eh bien, qui ne soient pas soumis, je m'excuse, à des forces surnaturelles qui guident leur raisonnement. Bon, c'est antinomique, hein, force naturelle qui guide le raisonnement. Voilà. Bon, tu as été un petit peu, tout à l'heure, un petit peu taquin quand tu as parlé de ceinture. Tu parlais de ceinture de karaté, tu disais que c'était peut-être... Oui, je disais que j'ai vu apparaître un phénomène nouveau jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand on faisait des passages de grade, parce que le passage de grade, c'est comme le fait de passer à l'école, à la classe supérieure. On délivrait ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, bleue, etc. Bon. Comme c'est un art martial venant d'Asie, les maîtres, tu es maître, donc tu délivres la ceinture. Eh bien, j'ai vu apparaître des choses où, après un passage de grade, un parent vient me voir, me dit, ah oui, mais j'ai assisté au passage de grade, j'ai vu mon enfant passer, vous lui avez donné telle ceinture, et puis j'ai vu un autre qui a passé, mais mon enfant était meilleur que celui-là. Donc c'est lui qui pouvait faire. Bon, alors, bon. Je ne veux pas dire que dans les arts martiaux, il y a la technique, il y a les techniques et l'esprit. Bon. Tu peux avoir une bonne technique, et tu as un mauvais esprit, on ne te donne pas la ceinture. Bon, ben voilà. Charles, Oui, un mot. Oui, un mot juste. C'était une idée qui m'était venue et donc je veux en parler puisqu'on parle d'éducation. Peut-être que nous devrions suggérer que, à l'instar de ce qui est fait pour les étudiants de médecine, nous puissions financer nos étudiants qui nourrissent une vocation dans l'enseignement et leur permettre de revenir et d'avoir cette obligation d'enseigner pendant 5 ans. Bien ça entendu. pourrait être une solution de retour, mais une solution aussi de maintien, voilà. En tout cas, et de financement des études, parce qu'il y a quand même aussi une baisse des vocations. En tout cas, pour l'instant, nos enseignants ne peuvent pas revenir puisqu'ils sont limités par une question de points, etc. Bon, ben voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que nous avons contribué à enrichir votre réflexion sur les sujets qui ont été abordés. Nous vous souhaitons un excellent week-end et nous vous disons à la semaine prochaine, le kiosque sur Zouk Télévision, chaque semaine avec nos chroniqueurs experts. Très bonne soirée et à bientôt. Bonsoir. Voilà.